Bonjour. Bonjour ma communauté. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis. Alors tout d'abord, on s'excuse pour le petit retard et on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, que vous soyez en présentiel avec nous ou en live sur LinkedIn. Bonjour Amélie. Bonjour Fabienne. On est réunis ce soir pour parler de l'influence LinkedIn et la table ronde exactement s'appelle Multiplier votre ROI grâce à l'influence LinkedIn. Et je suis bien entourée ce soir puisque j'ai 3 expertes autour de moi. Donc on va vous expliquer un petit peu le principe de la soirée. On va passer 1 heure ensemble. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On passera le micro dans la salle et vous pouvez aussi interagir via les commentaires sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous dire où vous êtes, ce que vous faites, si vous avez envie de partager des témoignages et des questions. On sera là, je serai votre porte-parole pour y répondre et Amélie aussi pendant la soirée. Donc quand on parle d'influence LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu d'abord le poids de LinkedIn aujourd'hui. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais juste pour avoir une petite idée, à votre avis, il y a combien d'utilisateurs, combien de membres aujourd'hui sur LinkedIn? Allez, quelques chiffres. On commence les pronostics. Qui dit quoi? Amélie, Marine, Samir? LinkedIn France ou... Ouais, LinkedIn France. Je le savais en plus. Tabernacle. Je vois que personne n'ose se lancer. Moi, je dirais 20 millions. Ah, pas loin. On frôle les 25, ouais. On frôle les 25 millions. Pas mal. Donc, tout ça pour vous dire quand même qu'il y a 25 millions de personnes connectées en France. Donc, le poids de LinkedIn est énorme. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a plus de 3 millions de visites par jour. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un média, comme un quotidien français aujourd'hui. Donc, les gens utilisent beaucoup LinkedIn dans la recherche d'emploi et les entreprises énormément, on va le voir aujourd'hui aussi pour gagner en visibilité notamment. C'est le premier réseau social B2B et qui, on va le voir, peut vous apporter plein de choses, notamment en termes de marque employeur et du coup par rapport vraiment à l'impact que ça peut avoir pour les entreprises aujourd'hui. Donc je vais commencer par me présenter et présenter après mes invités. Donc je suis Fabienne Brocaret, la fondatrice d'un média en ligne qui s'appelle My Happy Job by Moodwork, qui est dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail, et les choses sont bien faites. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur LinkedIn. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, on a décidé de se tutoyer, ce sera beaucoup plus sympa. Tu es donc influenceuse sur LinkedIn. Tu as la bagatelle de combien? 250 000? Un petit peu moins. 240 000. On a regardé les chiffres tout à l'heure, 791. Soyons précis. Je compte sur vous tout à l'heure pour avoir dépassé peut-être les 241 000. Très bien. Et du coup, tu es la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Talent Management Group. Si tu devais le pitcher en 30 secondes, c'est quoi ce cabinet? Alors, Talent Management, c'est un groupe qui va reprendre plusieurs métiers. On fait du recrutement, on fait de la formation, on fait du coaching. Et depuis le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, on est Calliope. Donc, on est super contents. Très bien. C'est une grosse étape, Calliope en général. Bonjour Marine. Bonjour. Tu es la directrice de la communication de Shine. Même exercice, 30 secondes. Shine, c'est quoi? Alors, 30 secondes. Shine, c'est un compte pro pour les entreprises et les indépendants. Et c'est surtout aussi un copilote business et administratif pour les entreprises. On les aide avec leur phobie administrative. On est très bon pour ça. Ça doit parler à beaucoup de monde aussi. Phobie administrative, c'est ça. Bonjour Samir. Bonjour. Tu es le directeur RH du développement RH de Axience. Absolument, qui fait partie du groupe Vinci Énergie, donc le groupe Vinci. Alors en 30 secondes, expliquer le groupe Vinci, c'est juste pas possible. ça, tout le monde connaît normalement. Ouais, j'espère. Alors pas sous le prisme des parkings, mais plutôt des autoroutes. En général, on est assez connus. Axience, c'est la marque qui est spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. Pour utiliser des termes un petit peu à la mode, on participe à la transformation digitale des organisations. Donc quand il y a des réseaux qui ne fonctionnent pas, Internet, un petit clin d'œil aux anéphones, etc. Faites appel à Axience, faites appel à nous, on saura vous aider et vous accompagner. Et puis on est aussi dans le cloud, dans la cybersécurité, etc. Très bien. Vous êtes partout en fait. Un petit peu, ouais. On essaye. Alors, cette table ronde vous est proposée par Neuilly Lab. C'est un lieu qui accueille et qui accompagne des jeunes entreprises. Actuellement, il y a une 50aine d'entreprises qui sont accompagnées au Neuilly Lab. Et depuis sa création en 2010, Neuilly Lab a accompagné plus de 400 entreprises. Et la table ronde est organisée en partenariat avec le Catalyseur, qui nous fait le plaisir de nous accueillir en présentiel, et également en partenariat avec MDE Rive de Seine. J'ai 2 petites choses à ajouter avant de démarrer nos échanges. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, comme je vous le disais, par les commentaires LinkedIn. Donc, j'ai mon téléphone. Je ne suis pas mal polie, mais c'est justement pour voir en direct les commentaires. Et également, on va faire un petit jeu à la fin.
Vous verrez, il y a quelque chose à gagner. Donc, mon petit conseil, vous verrez, vous me remercierez après. N'hésitez pas à faire des photos de l'événement et vous verrez que ça pourra vous servir à la fin et qu'il y a un chouette cadeau à gagner. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, écoutez mon conseil et n'hésitez pas à faire des photos sympas. C'est dit à bon entendeur. Ce que vous voulez. Le cadeau est très sympa. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup ce cadeau. On comprendra mieux pourquoi tout à l'heure. Ma première question pour rentrer dans le vif du sujet, si je vous dis influence LinkedIn, en un mot, vous me répondez quoi? Ça veut dire quoi pour vous l'influence LinkedIn? Quel mot vous vient spontanément à l'esprit, Marine? Alors moi, spontanément, ça fait 2 mots. C'est Camille Goni et c'est notre Head of Talent Acquisition et c'est une superstar et c'est elle aussi qui nous a donné envie de nous mettre à LinkedIn. Très bien, j'aime bien parce que c'est incarné du coup. Influence LinkedIn incarné par quelqu'un. Je pense que tout le monde chez Shine, quand on dit LinkedIn, tout le monde pense à Camille Goni. C'est vrai. Et pour le coup, même quand on n'est pas chez Shine. Ce que j'allais dire, moi, mon mot, c'est visibilité. Et effectivement, Camille, elle est partout. Elle est incroyable. Très bien. Samir, pour conclure ce premier tour de table. J'allais dire visibilité, mais du coup, je vais dire connexion. La vache, tu m'as eu 2 fois. Hein. Je vais dire connexion. Du coup, se connecter. Et je pense que le concept vivons heureux, vivons cachés ne peut plus exister aujourd'hui quand on parle de guerre des talents, mais je pense qu'on va en parler juste après. La visibilité qu'on peut avoir sur LinkedIn, elle est importante et elle est juste incroyable. J'ajouterais incontournable pour moi aujourd'hui. On va essayer de voir pourquoi justement c'est un enjeu très important aujourd'hui pour les entreprises. Amélie, donc on l'a dit, tu es une experte LinkedIn, tu as une grosse communauté, ça fait plusieurs années que tu es et que tu communiques sur LinkedIn. Si tu devais nous donner ta vision de l'influence sur LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Comment tu la définis? Je dirais que c'est l'art et la manière de mettre en valeur un produit, un service ou une personne, mais du coup une entreprise aussi derrière, pour lui donner de la visibilité, pour donner encore plus aussi de notoriété à la marque, voire aussi à Camille, parce que du coup ça peut donner des envies de la débaucher, mais tout en respectant aussi des valeurs. Et c'est aussi l'occasion de mettre en valeur, en tout cas de mettre en avant les valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai que quand on voit les posts que met Camille, on sent une entreprise qui est ultra engagée. Et du coup, on se dit que la boîte l'est et que l'ensemble des collaborateurs le sont aussi. Donc, ça donne aussi envie d'aller vers l'entreprise. Et c'est ça pour moi aussi l'influence. C'est pas forcément la taille du réseau. Ça aide pour plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, quelqu'un avec une communauté de 3 000, 10 000 ou 30 000 personnes peut faire de l'influence et peut marquer aussi les personnes de sa communauté par ce biais-là. Quand tu dis qu'il n'y a pas qu'une question de chiffres, c'est aussi l'idée d'avoir une communauté active, dynamique, ça compte aussi Alors, une communauté active et dynamique, c'est peut-être ce qui est le plus dur à avoir. On a une grosse communauté quand même de personnes, une majorité silencieuse sur LinkedIn, où les gens vont légèrement liker. Quand il s'agit de commenter, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, s'ils devaient écrire par eux-mêmes, ils sont tous tétanisés. Non, c'est plus une communauté qui est fidèle, qui suit, qui va oser de temps en temps ajouter un commentaire pour aller dans le sens, pour poser une question, ou simplement nous contacter en direct. Moi, je reçois beaucoup trop de messages en privé sur LinkedIn, et parce que les gens n'osent pas répondre à un commentaire et me disent voilà, je rebondis par rapport à ton sujet en privé. Mais voilà, c'est le côté, ils sont là, ils sont présents, ils nous soutiennent. On a droit aussi à des mots d'encouragement. On a tous connu des trolls ou des haters sur LinkedIn ou ailleurs. Et quand la communauté vient et prend la défense sans qu'on ait besoin de dire ou de faire quoi que ce soit, ça, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir et on ça fait du bien. Du coup. On leur fait des gros cœurs sur vous, les amis. Ça compte au quotidien. Oui. Je le disais en introduction, il y a plus de 800 000 entreprises qui sont présentes sur LinkedIn, donc c'est énorme, bientôt le million. Et justement, alors Axience et Shine en font partie. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vos entreprises sont actives sur LinkedIn? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a la vision du coup de la communication et la vision RH. Marine, si tu devais commencer, pourquoi Shine est présent sur LinkedIn et actif? Oui, je vais parler plutôt pour la partie communication, comme ça je te laisse Merci, Samir, mais évidemment même pour les talents, c'est un vrai sujet, LinkedIn. Moi, je pense que ce qui est important, tu le disais en introduction, c'est que LinkedIn, c'est un média aujourd'hui. Et c'est un média qui est gratuit, qui est accessible, qui peut être incarné, et donc qui a une vraie force. Et en parlant de médias, c'est aussi un média suivi par des journalistes. Et nous, au départ, alors ça peut paraître étrange, mais c'est le prisme qu'on a pris. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes presse spontanées qui venaient de LinkedIn.
Et on s'est dit, pour la notoriété, les journalistes voient nos sujets, ils disent, OK, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Et comme on est hackés sur ce plateau. Et donc oui, c'est sûr que ça nous permet d'avoir presque un communiqué de presse qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ciblé. Donc ça, c'était le premier pan. Et ensuite, ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que c'est un réseau de travail. Et on va avoir des personnes qui vont être très qualifiées et qui vont être à l'écoute de sujets business. Si on s'adresse à ces cibles-là sur Facebook ou sur Instagram, c'est intéressant aussi, mais quand je suis en train de regarder une recette ou Top Chef, c'est pas forcément le moment où j'ai envie de créer du business. Ouais. Donc je pense que ça, c'est intéressant à avoir en tête. Ouais. Donc au niveau des relations presse, c'est efficace, et si on n'a pas forcément beaucoup de budget pour démarrer avec une agence de presse, en termes de visibilité, ça peut avoir un vrai impact. Oui, si on est sincère et clair dans ses communications, si on est utile, je pense que ça peut avoir un impact. Samir, au niveau des RH, concrètement, qu'est-ce que LinkedIn vous apporte ? Beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses. Tu l'as dit, hein, Marine, sur la rétention des talents et surtout sur l'attractivité des talents. Au maximum, nous, déjà, ce qu'on essaye de faire auprès de nos collaborateurs, c'est de travailler leur profil avec eux pour vraiment qu'ils répondent à l'enjeu de personal branding, vraiment se marketer soi-même sur les réseaux sociaux. Parce qu'au plus un collaborateur va parler de son entreprise, expliquer un petit peu la vie dans l'entreprise, au plus il va se rendre visible auprès de sa communauté. Et donc, ça va certainement donner envie à d'autres de nous rejoindre. Donc, on essaye déjà en interne d'acculturer les collaborateurs sur LinkedIn. C'est quoi concrètement ? Surtout sur ce versus réseau social professionnel perso, il y a toujours des amalgames, on ne sait pas trop où on met les pieds. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est sur la partie... évidemment, recrutement, j'en parle un petit peu sans dire le terme, mais c'est recrutement. Et on en parlera, puisque j'ai vu qu'il y avait une question en ce sens-là. Comment ça ? Le troisième point, c'est le social selling. C'est vraiment comment tu développes ton business aussi à travers un réseau social comme LinkedIn. Parce que beaucoup pensent que oui, si je communique trop, si je me mets trop en avant, c'est un petit peu, je vais me la raconter, alors que comme les pyramides de Gizeh, par exemple, ou autre, alors que pas du tout. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une double orientation. C'est je me market moi pour gérer mon employabilité, je mets en avant mes actions dans l'entreprise, mais en faisant ça, adossé à mon profil perso, j'ai mon profil pro, puisque j'ai ma marque à laquelle j'appartiens. Et donc l'idée, c'est aussi de parler de ses réussites avec ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses parties prenantes finalement, dans le cadre d'un développement de business, et c'est ça le social selling. Donc s'il y a vraiment deux choses à retenir sur lesquelles nous on s'oriente, c'est personal branding, social selling ensemble, et bien sûr la partie recrutement. Alors, pour continuer avec plein d'expressions en bon français, l'influence excuse-moi, LinkedIn jusqu'à présent, c'est pas très français, mais je crois. Ça passe beaucoup par des programmes d'employés advocacy, donc des ambassadeurs. C'est pour ça qu'on continue, mais après, promis, on arrête avec les anglicismes. C'est vraiment l'idée de se dire comment j'embarque mes salariés pour qu'ils deviennent un petit peu les représentants de l'entreprise, de la marque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos entreprises pour aider, Samir, tu as commencé à le dire un petit peu, que les salariés prennent la parole et du coup parlent de ce qu'ils font, parlent de l'entreprise, sans non plus tomber dans l'écueil peut-être d'avoir plein de perroquets qui répètent exactement la même chose. Comment on fait pour que ce soit, qu'il y ait un côté un petit peu aussi authentique, spontané, et qu'on n'ait pas la machine qui entre et l'impression de voir 20 fois le même post partagé. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire ? Comment vous faites chez Shine, Marine ? C'est un excellent sujet. L'effet perroquet, je pense qu'il faut vraiment à tout prix l'éviter. Alors nous, c'est un peu parti dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on avait quelques personnes influentes déjà sur LinkedIn qui communiquaient régulièrement, donc Amy, dont on a parlé au début. Et on avait aussi pas mal de personnes qui nous disaient « Ah ben moi, j'aimerais bien publier sur LinkedIn, mais je ne sais pas comment m'y prendre, qu'est-ce que je dois partager ?» Donc, on est parti de ce besoin. Et je pense que si j'avais un conseil à donner aujourd'hui, c'est se dire il vaut mieux choisir les employés qui sont motivés et partir sur le volontariat et avoir 5 personnes très, très motivées. Elles vont avoir plus de visibilité qu'une armada de personnes qui vont être en groupe, je tape mon micro, qui vont être dans une espèce de communauté, mais rien partagé. Oui. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, nous, on a créé 2 choses. C'est très simple. On a créé un petit channel Slack
qui s'appelle LinkedIn Here We Are. Et le concept, c'est qu'on partage les visuels quand on a quelque chose à annoncer avec quelques bullet points, mais pas quelque chose de rédigé, justement pour éviter l'effet copier-coller. C'est un pod interne, ça. Tout le monde peut s'en inspirer, prendre les parties qui les intéressent. On peut partager des mèmes, des vidéos, des visuels quand c'est un sujet. Et aux personnes qui font partie de ce chain, de sélectionner les informations quand elles les intéressent, quand elles concernent aussi leur communauté. Et en parallèle de ça, on a créé une forme de mini-formation. Enfin, ça marche par promo. Et l'idée, c'est d'avoir quelques défis. Alors, c'est humoristique pour commencer en fait à poster et désacraliser le post. Tu en parlais, sortir du silence. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il faut simplifier. C'est comme une habitude quand vous voulez faire du sport. Et en fait, si on a les affaires de sport là qui sont bien en vue, qu'en plus on se dit il faut que je fasse du sport, c'est simple, je l'enfile, je pars faire du sport, c'est plus facile. Et pour LinkedIn, c'est pareil. Si on a l'indice qu'on peut poster qui a une actualité, qu'en plus c'est facile, plus c'est simple, plus ça marche. J'aime bien l'idée de ludique, de défi envoyé aux volontaires. Concrètement, c'est quoi? C'est une mission que vous leur donnez? Comment vous les challengez? Alors, c'est beaucoup dans la narration et à base de gifs, beaucoup de gifs. Mais l'idée, c'est de dire, par exemple, la mission de la semaine, ça va être de comprendre votre communauté. Et une fois que vous avez enlevé vos parents, vos amis et vos maîtres de stage, reste-t-il quelqu'un à qui vous adressez-vous vraiment? Est-ce que vous avez envie de parler, je sais pas moi, au DIRCOM? Est-ce que vous avez plutôt envie de parler aux talents? Est-ce que vous avez envie de parler aux TPE-PME? Et c'est très important parce que quand on parle, la base de la communication, c'est la cible. Et première étape, cette semaine, identifiez votre cible. Ne soyez pas trop déçus si en fait, c'est pas du tout les personnes que vous attendiez. Levez les masques. Donc ça peut être une semaine de défi. On avait eu un autre défi, c'était briser la timidité. Donc justement, répondre aux commentaires avec des bonus si c'est pas le cercle direct et que c'est pas dans les first. Donc voilà. Il gagne quoi à la fin? Eh des likes. Alors du coup, je me permets, on a une question sur le chat qui demande, alors c'est Julien, coucou Julien, on pense à toi, et vous organisez des challenges internes, comment vous parvenez à motiver les salariés qui peuvent penser que c'est le travail de la com? C'est une chouette question. Alors, j'avoue que nous, on a de la chance. Encore une fois, je pense qu'il faut avoir des gens qui sont déjà pré-motivés. Ça aide beaucoup. Mais comment tu les sélectionnes, justement, ces gens pré-motivés? Nous, on a fait un message en expliquant, voilà, on va créer des petites promos LinkedIn. Si ça vous intéresse, faites-nous signe et on vous ajoute. Donc, déjà, c'est de leur initiative. C'est vraiment volontariat. Déjà une initiative. Et ensuite, pour les motiver, je pense que les gens se motivent entre eux. C'est pour ça qu'il faut commencer par des gens motivés. Parce qu'en voyant d'autres personnes avoir des likes, communiquer, ça marche, et ils vont avoir envie de le faire aussi. Et c'est un peu par l'exemple, se rendre compte que c'est pas trop compliqué. Et surtout, dire, on vous demande pas de communiquer pour l'entreprise, telle thématique, tel jour. C'est voici l'information. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez piocher dedans. Et ça peut être un service, en fait. Parce que parfois, on est là, on se dit, ah là là, il faudrait que je publie sur LinkedIn. La corvée. Qu'est-ce que je vais publier? En plus, on m'a dit qu'il faut que je sois régulier. Que je publie à telle heure avec un nombre de mots très précis. Exactement. Les hashtags, les emojis. Et là, finalement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on construit une forme de marque. Et le fait d'avoir des petites briques, comme pour les pyramides dont tu parlais tout à l'heure, ça peut aider. Samir, comment vous faites chez du coup Axience? Est-ce que vous formez aussi les salariés? Parce qu'on sent qu'il y a un côté, il faut oser, il faut se sentir assez à l'aise avec LinkedIn pour y aller et publier ses premiers posts. Alors, absolument, on fait aussi des ateliers, mais avant de parler d'Axience, je vais parler du groupe Vinci où il y a 4 ans, on a créé un cabinet de conseil en développement RH interne exclusivement dédié à nos 3000 business units au sein du groupe. Et une de leurs offres chez Trustin, donc ce cabinet s'appelle Trustin, très proche de LinkedIn d'ailleurs. C'est un cabinet que j'ai créé, donc entre parenthèses. Du coup, voilà, exactement. Trustin by Vinci. Et du coup, chez Trustin, il y a une offre qui s'appelle Trustin Training. Et en fait, c'est un module de formation. En français, c'est joli. Oui, donc c'est la soirée. Encore une fois, LinkedIn, c'est pas français.
Donc, Trust in Training, c'est une formation, une sensibilisation à l'utilisation justement des réseaux sociaux avec un gros focus sur LinkedIn. Et donc, l'objectif de ces sessions qui durent entre 2 et 3 heures pour les entreprises qui le souhaitent, c'est de définir le cadre en fait avec les collaborateurs et collaboratrices sur qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux ne pas dire. Est-ce que j'ai le droit de liker une news d'un concurrent? Est-ce que j'ai le droit de commenter, etc. Est-ce que j'ai le droit de repartager justement une news de concurrent et autres? Des choses très pratiques. Tu leur dis quoi du coup là-dessus? Finalement, oui, on peut. Enfin, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de toute façon, mais je trouve que c'est ça, en fait, entre concurrents, justement, de se challenger, de dire, bah voilà, cette entreprise qui fait la même chose que nous a fait un super projet, ben on like, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de sujet. Pour moi, le sujet, il n'est pas à ce niveau-là, en fait. Et c'est vraiment de leur expliquer que vous vous exprimez comme vous avez envie de vous exprimer. Après, on vous donne un cadre pour ne pas déborder, justement, et vous mettre en risque vous-même. Donc, on décomplexifie un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, Marine, le sujet de LinkedIn. Donc, il y a déjà ces sessions de formation qui sont à disposition. Et puis après, nous, chez Axience, à proprement parler, atelier de sensibilisation, même chose, sur le même principe. Hein, et surtout, on explique aussi avec beaucoup de pédagogie. C'est quoi un tag, c'est quoi un hashtag, comment ça marche, comment ça fonctionne. Il n'y a pas de honte à pas savoir. Absolument pas. C'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, on a aussi bien d'ailleurs parce qu'on pense que c'est un sujet de génération LinkedIn, alors que pas du tout. On a aussi bien des jeunes de 17, 18, 19 ans qui ne savent pas ce que c'est, au même titre que des personnes âgées. Donc, franchement, il n'y a pas de sujet. Âgé pour toi, c'est quel âge? Nos limites. Nos limites. Pour moi, LinkedIn, c'est 12 ans, 99 ans et plus, éventuellement. Okay. Donc, pas de sujet. Voilà. Donc, session, atelier, sensibilisation. Et puis après, c'est aussi de faire des modules en mode e-learning où on explique pareil sur le même format. C'est quoi LinkedIn, comment ça marche, comment ça fonctionne et pourquoi ça existe et comment aujourd'hui cet outil ultra puissant, il sert aussi bien en tant que collaborateur qu'en tant que marque de l'entreprise. Parce qu'on est nous-mêmes déjà, en tant qu'individu, une propre marque. Aujourd'hui, Amélie, avec 240 000 tabernacles, c'est énorme. C'est énorme. 240 000, enfin, je me dis déjà comment tu fais. Et tu es une réelle marque, en fait, sur ce réseau social. Ce que je me dis en me levant. Oh la vache. Pardon, excuse-nous. Je me sens tout petit avec ma petite communauté de 29 000 followers, tu vois. Et d'ailleurs, l'élément, à mon sens, hein, après on pourra peut-être en débattre, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est pas forcément le nombre de contacts, mais plutôt le nombre de followers, en fait, pour influencer, justement. Plus la communauté, elle est importante et plus on va communiquer, on va rendre, du coup, visible notre communication, notre fameux post ou nos posts. Et du coup, derrière, ça peut faire un effet boule de neige. C'est intéressant parce qu'on a une question, encore une remarque de Julien qui nous dit est-ce que ça appartient justement, toutes ces questions d'influence et de programme ambassadeur, est-ce que ça appartient plutôt à la direction de la communication, au RH? Et en fait, en vous écoutant, on se rend compte que ça appartient aux deux et aussi surtout aux salariés. C'est-à-dire que c'est vraiment la question que chacun se l'approprie. En fait, c'est pas le territoire marqué plus des RH ou de la com. Vous travaillez dans vos entreprises chacun avec, j'imagine, les RH et la com aussi, main dans la main. Vas-y Marine, je te laisse commencer et puis je rebondis juste après. Oui, absolument. Même avec les partenariats, nous beaucoup aussi. Enfin, en fait, on travaille avec tout le monde et je pense que c'est le début du problème de se dire ce sujet appartient à un pôle et c'est à ce pôle de le monopole. En fait, c'est un média pour l'entreprise, c'est la personnalité des salariés, donc c'est certainement pas à un pôle de prendre la main sur la communication des salariés. En fait, c'est leur communication. Enfin, moi, c'est vraiment très important de rappeler ça. Et ensuite, ça concerne vraiment toute l'entreprise. Une entreprise, c'est une multitude de personnes. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Ouais. Je partage à 200%. Après, j'ai envie de dire, ça dépend des organisations. Parce que dans certaines boîtes, c'est très siloté. Et donc, la com gère la page LinkedIn. Les jobs, c'est géré par la RH. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, chez Axience. On a vraiment cette chance de travailler avec un service communication marketing qui est très ouvert, qui est très open vraiment sur tous les sujets qu'on leur propose. Dès qu'on a des nouveautés, des innovations d'un point de vue RH, on leur soumet, on en discute, on en parle et derrière, on y va de pair. Donc voilà, c'est franchement naturel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que la première question de Julien, elle était intéressante. Donc les suivantes, elles le sont moins, du coup. Non, elle était intéressante. Julien, note. Elle était intéressante parce qu'il disait que c'est le service communication qui doit prendre le lead sur la communication de l'entreprise. Au même titre que le recrutement, on entend souvent, oui, mais c'est les RH qui doivent recruter. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus ça, en fait. Effectivement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est capable de communiquer, enfin, qui peut être en capacité de communiquer, de recruter également, grâce à des outils, justement, comme LinkedIn
et éventuellement Instagram, Snapchat et autres, parce que ça dépend de l'orientation de la communication de l'entreprise. Et pour le coup, on est tous ambassadeurs, on est tous recruteurs, on est tous communicants. Après, il y a un seul élément qui fait la différence, c'est la fierté d'appartenance. Et puis l'enjeu aussi derrière pour l'entreprise. Hein. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la com, elle appartient aux salariés, mais c'est aussi en vue de servir les enjeux stratégiques de l'entreprise, de visibilité, de notoriété, de dire, regardez, on est une boîte cool, fun, nos salariés communiquent, donc c'est bon pour l'image des collaborateurs eux-mêmes, pour leur carrière. Potentiellement, ils se font remarquer, donc ils peuvent se faire débaucher. Notez que je parle souvent de mon cabinet de recrutement. Ils vont se dire, on va les vérifier. Mais ça sert aussi les enjeux business de l'entreprise, qui est plus on est vu, plus potentiellement on a des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, des RP qui viennent nous voir beaucoup plus facilement ou naturellement. Donc, il y a aussi cet enjeu business qu'il ne faut pas oublier. C'est important de le rappeler. Et d'où l'importance aussi de l'authenticité. Pour que ce soit un win-win, pour que ça marche d'un côté, il faut que ça marche de l'autre. Et c'est très important. Et je pense qu'il y a un gros côté sensibilisation des collaborateurs, justement, c'est oui, ça sert les enjeux de la boîte, mais ça sert aussi votre com à vous. Et je pense qu'au départ, peut-être que les collaborateurs ont un peu de mal des fois de se dire, oui, mais je le fais pour qui? Pour moi ou pour la boîte? Ils ne le voient pas. Oui, absolument. Je pense Moi, je voulais juste rebondir effectivement sur le débauchage, parce que j'entends beaucoup de patrons chez moi et par ailleurs. Hein, oui, si mes collaborateurs sont sur LinkedIn et qui communiquent pour l'entreprise, ils vont se faire débaucher. Absolument pas, en fait. Le sujet, il n'est pas à ce niveau-là. Le sujet de rétention ou de fidélisation, c'est pas parce que tu as une personne qui communique qu'elle va partir. Effectivement, elle se rend visible, mais si elle se rend visible elle-même, elle rend visible aussi la marque. Et souvent, je prends le parallèle et l'exemple de la formation. Quand on forme nos collaborateurs en interne, on leur permet d'évoluer, de progresser, de grandir, et on est dans une logique aussi de fidélisation. Sur la communication, c'est la même chose, en fait. Si on n'est pas capable aujourd'hui de se rendre visible, de communiquer sur sa marque, quand on communique sur la marque, en vérité, on communique sur le savoir-faire de la marque. Derrière, il y a un sujet, quoi. C'est-à-dire que si personne parle, notre position de leader, ou en tout cas la position qu'on a sur le marché, on est moins visible. Donc forcément, si on est moins visible, moins connu, on ne recrute pas. Et si on n'a pas de ressources, l'entreprise ne peut pas grandir. Et le manager, pour le coup, doit plus s'inquiéter de comment il gère son collaborateur en interne plutôt que de comment il va être perçu à l'extérieur. Absolument. Merci, tu as tout résumé, Amélie. Superbe. Excellent. Et justement, par rapport aux entreprises, tu le disais, il y a les clients, les fournisseurs, les partenaires. Comment on fait pour embarquer justement tout l'écosystème, les gens avec qui on travaille et pas seulement les salariés? Est-ce que tu as des conseils à partager, Amélie? Tout ce qui est client, effectivement, fournisseur, l'idée, c'est aussi de faire du croisement de marques, du co-branding. Donc, après, je n'ai pas forcément d'idées là de marques qui ont pu travailler ensemble. Je prends l'exemple aux années folles, on a des marques ensemble qui communiquent régulièrement. Alors, des fois, c'est des sortes de petites ou des plus grandes marques. On a Sales Odyssey, coucou les amis. On a Novimo, coucou les amis, et qui effectivement font de la com souvent ensemble. Et en fait, c'est se dire, tiens, ce que l'un a, l'autre peut me l'apporter. Ça pourrait être Shine qui fait de la com, je sais pas moi, avec une autre marque, parce qu'ensemble, ils construisent un coproduit. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est de se dire que la communauté des uns et des autres peut servir une autre personne. Moi, je le fais souvent. Quand je fais des lives sur LinkedIn, j'invite souvent des personnes qui font le même métier que moi. Mais comme on n'a pas la même communauté, ou qu'on n'a pas le même point de vue, parce que c'est ça aussi qui est sympa, c'est quand on n'a pas le même point de vue, on va pouvoir échanger, se partager des infos, des trucs, et te dire, ok, là, je suis d'accord avec toi pour tel sujet. Et en fait, nos deux communautés vont se croiser, vont peut-être s'entendre ou pas, et ça va permettre de faire grandir les deux marques d'une certaine manière. Oui, c'est donc c'est de se dire que et comme tu disais à un moment donné, je crois que c'était en off qu'on le disait, on n'a pas de mal sur la concurrence. En fait, la concurrence, elle est la bienvenue parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur LinkedIn et comme sur d'autres réseaux. On avait une question, Julia, qui nous disait la différence entre les ambassadeurs, les influenceurs. Shine, vous avez du coup des ambassadeurs en interne un petit peu, du coup avec vos salariés, mais vous faites aussi appel à des influenceurs du coup avec qui vous faites des missions, des campagnes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, Marine, de campagnes que vous avez menées ces derniers temps? J'ai un très bon exemple, puisqu'on a fait une campagne récemment, toutes les deux, avec Shine. Et donc c'était une campagne sur les valeurs RH de Shine et sur nos engagements, nos innovations. Ça, c'était intéressant parce qu'on a trouvé un vrai lien en fait, avec ta communauté et ta manière de t'exprimer, une bienveillance. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors, l'influence, c'est super quand on combine les deux. Mais je pense que quand on choisit son partenariat influenceur, c'est beaucoup plus important de se concentrer sur le fit
avec la personnalité, avec la ligne éditoriale, et ensuite regarder le nombre de followers, même si c'est important, hein, je ne nie pas, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'impact quand on sent une unité. Et je pense aussi qu'il faut éviter, alors ça c'est Juliette au partenariat chez nous qui le dit toujours, et elle a bien raison, c'est l'idée qu'une campagne, il faut l'adapter à la personne qu'on va contacter, l'influenceur, et lui faire confiance, et absolument pas essayer de décliner une même campagne auprès de plusieurs influenceurs, et je pense que ça c'est très important. Et après, ce que je pourrais, enfin tu compléteras, hein, Amélie, mais ce que je pourrais recommander aussi, c'est d'avoir des partenariats un peu long terme. Nous, on a un partenariat avec Alexis Minkela du podcast Tribu Indé, qui est auteur également, et ça fait très longtemps qu'on travaille avec lui, et on se positionne presque plus en sponsor de la création de contenu. Quand on va faire un one-shot avec cet influenceur, on fait un positionnement de produit ou pour un lancement. Et je pense qu'il faut penser ligne éditoriale, il faut penser cohérence de marque, et ensuite, stratégie un peu long terme. Et de l'autre côté, du coup, Amélie, comment toi tu choisis les entreprises avec lesquelles tu décides de travailler? On parlait des valeurs et justement d'incarner et d'avoir une espèce de liberté aussi, c'est-à-dire qu'on t'envoie pas un brief trop détaillé. Surtout pas. J'aime avoir justement la liberté du ton, d'expression. Le fit, comme tu disais, est ultra important. Ça m'est déjà arrivé de refuser des campagnes parce que je fitais pas du tout avec le client ou avec le produit, ou parce que je savais que c'était un produit qui allait pas intéresser la communauté. Mais pour le coup, c'est regarder si il y a un intérêt pour la communauté, si moi je m'entends bien avec l'entrepreneur, avec la personne avec qui je vais faire la campagne. Je vais forcément me renseigner un peu sur l'entreprise, donc je vais la stalker beaucoup pour vérifier que c'est quand même une belle boîte. Et puis c'est l'échange qu'on va avoir, c'est sur l'axe qu'ils veulent donner à la communication, c'est le ton qu'ils vont me laisser, c'est la liberté que je vais avoir d'expression. Si je sens une personne ultra rigide qui veut tout cadrer ou tout gérer, un peu comme moi, forcément ça va pas être possible. Et c'est vrai que jusqu'à présent on a eu des clients qui étaient ultra open, ultra ouverts sur justement non, on lui fait confiance, elle peut écrire. Alors on fait valider quand même la campagne, être sûr que tout est utilisé comme il faut. Il y a une stratégie quand même derrière. Il y a quand même une stratégie parce qu'il faut aussi respecter les valeurs de l'entreprise et il faut la rassurer parce que c'est aussi des entreprises qui n'ont pas l'habitude de faire des campagnes. Donc, il faut aussi les rassurer en disant regardez, voilà à quoi va ressembler la publication. D'ailleurs, demain, n'hésitez pas à regarder sur mon profil. Il y aura une très jolie publication, un roman photo de moi en week-end exceptionnel. C'est des clients qui nous disent OK, on lui fait confiance. On fait attention quand même de marquer que c'est une collab parce que c'est quand même une obligation aussi légale, parce qu'on veut quand même faire les choses proprement et correctement. Donc voilà, c'est vraiment une question de rencontre humaine et de voir comment on peut aider l'entreprise du coup à mettre en avant son produit, ses services. Et en plus, 3/4 du temps, je suis cliente ou je deviens cliente du service. Il faut que j'arrête d'ailleurs de faire de tous les services pour tous les clients, c'est pas possible. Ça montre que tu es convaincue. C'est ça. Parce que quand je découvre quelque chose, je dis attends, je vais creuser. Tu vois, pour Shine, j'avais été creusée, j'avais été regardée. Je dis tiens, c'est intéressant, une banque en ligne. Puis après, j'ai dû m'arrêter en me disant non, là du coup ça rentre plus dedans, mais du coup voilà, je vais te faire des retours parce qu'elle est intéressée. Donc toi, même s'il y a plus de collab en ce moment, on reste. Il y a une relation au-delà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients avec qui je reste en contact, avec qui on échange, on s'envoie des petits messages, et ça c'est ultra sympa. On peut avoir l'image que la collaboration c'est un post sur LinkedIn, mais en fait ça peut prendre plein de formats différents. Qu'est-ce que tu as fait récemment que tu pourrais nous dire Je fais des lives. Voilà. Je fais des lives, je fais des publications, donc juste en format texte, publication avec une photo, je fais des carousels, j'adore faire des carousels, je fais des événements. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Non, j'ai tout dit. Je fais pas encore de podcast. Avis aux amateurs, si y en a que ça intéresse. Je serais très intéressée par faire des podcasts. Je fais tout ce qui est possible. J'ai même fait des sondages, tu vois, sur LinkedIn. Très bien. On peut tout faire. Donc il y a une multiplicité de possibilités. En fonction de l'intérêt, tu vois, pour Alan, j'ai utilisé plein de choses. J'ai utilisé les sondages, j'ai utilisé des publications, j'ai fait des carousels.
Et en plus, c'était une grosse campagne, hein, parce que c'était au moins 5 posts qu'il fallait faire sur un temps limité. Au départ, ça m'avait un peu inquiété, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de publications sur un même sujet. Et, donc, du coup, je me dis, comment je vais faire? Et en fait, pareil, j'ai eu une communauté de dingue qui a adoré, qui a kiffé. Même moi, j'ai pris du plaisir à écrire dessus. En plus, c'était sur la ménopause. Donc, tu vois, c'était pas forcément évident. Et ça sortait un peu de ma ligne éditoriale. Mais c'est un sujet que j'ai pris à bras le corps et que j'ai adoré faire. Faut accepter la part d'incertitude parce qu'on maîtrise pas tout, les commentaires. Est-ce que des fois l'algorithme de LinkedIn peut faire des siennes dans le nombre de likes, ce qui va nous stresser le plus. Voilà. Donc du coup, comment on gère cette incertitude, que ce soit du côté marque ou toi du côté influence? Comment tu gères cette incertitude? Comment je gère cette incertitude? Moi, je pense que il faut faire confiance. Enfin, tu l'as déjà dit, mais c'est comme quand on fait appel à un expert, parce que les influenceurs, les influenceuses, c'est des experts dans leur domaine. C'est parce qu'on a besoin de cette expertise et qu'on la recherche. Donc, en fait, il ne faut pas chercher à la tordre et il faut la respecter telle qu'elle est. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est la vie, quoi. En fait, si l'algorithme, il n'est pas bienveillant ce jour-là, il n'est pas bienveillant ce jour-là, en soi, on aura quand même un contenu de qualité. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que la marque soit bien représentée, qu'on ait quelque chose d'esthétique, de bienveillant, qui réponde à l'image de marque. Et les personnes qui l'auront vu, elles auront été marquées. Et la qualité prime énormément sur les réseaux. On est beaucoup dans les likes, le nombre. Mais moi, je pense qu'un bon post, ça aura plus d'impact qu'un post moyen vu par beaucoup de personnes. Et tu l'indiquais avec Alan, avec la campagne, mais de manière générale, je pense que la répétition est intéressante aussi. Et comme ça, on ne mise pas que tout sur un post, on met toutes ses cartes et ses jetons plutôt, et tous ces jetons. Et en fait, on se dit, il y a plusieurs occasions et on évalue sur la durée. La durée de la campagne. Oui, c'est un bon conseil, ça. On mise pas tous sur un post une fois dans l'année, mais voilà, on y va. Ou alors, c'est une vraie campagne de communication. Hein, donc, effectivement, c'est la régularité, c'est comment la communauté va interagir et va réagir à ce qu'on a écrit. Puis après, la communauté, elle le sent bien, hein, si on est honnête ou pas honnête dans ce qu'on publie. Donc, il y a ça aussi qui est important de rester soi quand on va faire une campagne. Là, il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait une campagne pour QuickBooks, salut les amis, et à un moment donné, et je suis cliente de QuickBooks en plus, et Dieu sait que je les adore rien que pour ça. Et j'ai eu des trolls et j'ai eu des haters, des gens qui venaient râler, ouais, Amélie, c'est un pote sponsorisé, t'as été payé pour ça. Et je dis, ouais, les gars, mais je le dis déjà dans ma publication. Et je dis, mais en même temps, c'est un produit que j'utilise. Donc, je vois pas où est la difficulté et le problème de parler d'un produit qu'on aime, qu'on utilise et de le dire en toute transparence. C'est bien placé en vrai. Et j'aurais eu des remarques à faire, je l'aurais fait. Si demain, ils me demandent une nouvelle campagne et que je trouve, je sais pas, si je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas sur leur plateforme, je me ferai un plaisir de leur dire, avec mon franc-parler bien connu. et c'est ça aussi, la communauté le sent en fait. Un, ils le voient quand c'est une campagne, et deux, ils le sentent bien si je suis honnête ou pas honnête. Et du coup, c'est ce qui va aussi générer des likes, des commentaires, du partage. Moi, sur mes campagnes, j'ai aussi pas mal de partage. Donc, les gens vont repartager auprès de leur communauté. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Il y a une vraie fidélité aussi. Mais bon, plus vous likez, plus j'aime quand même. On va pas arrêter de liker pour autant, les amis. Et nous, plus on aura de commentaires dans le live, plus on sera contents, les amis. On voulait vous terminer avant de passer à vos questions, du coup, vous proposer quelque chose d'un peu pratique. Samir, si tu devais donner, allez, peut-être pas dans la semaine parce que vendredi arrive vite, mais d'ici dans le mois, qu'est-ce que les participants qui sont avec nous, que ce soit là au catalyseur ou à distance, peuvent tenter, expérimenter? Quel serait ton conseil? Allez, d'ici fin avril, qu'est-ce qu'on tente? Mais avec quel objectif? Tu parles sur LinkedIn? Ouais. On parlait de LinkedIn aujourd'hui? Instagram, si tu préfères. On se retrouve sur Insta. Pour ceux qui sont en présentiel, ce qui peut être facile, c'est de prendre une photo bien cadrée, peu importe la marque du téléphone, mais un truc avec un peu beau sympa. Profil pour Samir. Alors, surtout ceux qui sont derrière moi, n'est-ce pas? Et commenter justement, faire une première publication pour ceux qui n'en ont jamais fait, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, et prenez vos mots à vous, comment vous avez ressenti cette session, ce partage, est-ce qu'on vous a inspiré ou pas, et si c'est le cas, justement, utilisez des hashtags inspiration, social selling, LinkedIn, etc. Donc, ça serait mon conseil pour ceux qui sont en présentiel, vraiment faire un post très simple, très basique. Tu sais combien il y a de followers sur le mot inspiration ou pas? Justement. Parce que si tu me mets un hashtag et qu'il n'y a pas de followers derrière, il n'y a aucun intérêt. Mais justement, il y en a beaucoup. Donc,
que c'est la raison pour laquelle je dis ce hashtag en particulier. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont à distance, pareil, d'essayer de faire un post dans leurs entreprises ou demain dans leur environnement dans lequel ils bossent pour parler de la vie de l'entreprise et donner envie à d'autres, partager avec d'autres au sein de la communauté et plus loin, encore une fois dans un but d'attractivité. Donc on ose, on essaye. Absolument, osez, tenter. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Enfin, je veux dire, allez pas prendre votre chat parce que vous l'avez peint en rouge et en jaune, je sais pas quoi. Tu sais que les posts avec des chats, ça cartonne même sur LinkedIn. Ouais, il paraît. C'est ouf. Je pense que je vais faire des photos avec mon chat. Ouais, mais ça se tente. Tu vois, mais je trouve que ça. Ah non, Stéphanie me dit que non, je ne suis pas autorisée. C'est là que ça devient. Parfois, ça, pour moi, et c'est très subjectif ce que je vais dire, mais ça devient embêtant en fait parce que ce réseau social, il se veut professionnel et donc c'est des éléments polluants en fait. C'est moi ce que j'appelle des éléments parasites. Ça n'a rien à faire sur LinkedIn. Après, parce que dans l'entreprise il y a des chats et que ça participe à la qualité de vie au travail. Ça peut. Donc chat, hashtag QVT. Voilà, exactement. Hashtag RH, hashtag je me sens bien. Ok, pourquoi pas. Mais juste avec son chat, bon, je trouve que c'est un petit peu décalé. Après, tout dépend le message qui va derrière. Mais l'objectif, c'est de rester quand même dans un environnement pro. Après, il y a d'autres réseaux comme Instagram, comme Snapchat et d'autres qui sont plus propices canal, à ce type de communication et de contenu. Ouais. Ça rejoint ce que nous dit Julia en commentaire. Merci Julia. L'important, c'est de savoir pourquoi on crée du contenu. Et en effet, c'est la première question à se poser. Marine, ton conseil? Oui, c'est une bonne transition. Merci Julia, parce que moi, j'allais arriver un peu en amont de toi, Samir. J'allais dire, la première chose, c'est de comprendre à qui on parle. C'est mon petit biais de communicante, émission, réception, à qui on s'adresse. Et donc, moi, le conseil que je donnerais, et ça, je pense que peu de personnes le font, regarder en fait qui sont les contacts, se faire un rappel, se dire tiens, j'avais oublié telle personne, ouh là là, ça c'était dans telle entreprise, telle expérience professionnelle, et ensuite se poser la question, se dire ok, est-ce que c'est effectivement à cette audience que j'ai envie de parler, est-ce que c'est cette audience que je vais adresser, ou est-ce que l'influenceur que j'ai envie de devenir se projette plutôt sur un autre type de réseau. Et si vous souhaitez parler tous les jours, je ne sais pas moi, de chats, et qu'en fait, vous n'avez qu'une communauté de gens qui aiment les chiens, vous pourrez être le meilleur influenceur du monde, ça ne marchera pas. Et donc, à partir de cette identification, soit vous avez la bonne audience, tant mieux, bravo, mission accomplie, soit ce n'est pas le cas, et dans ce cas, développez au cours du mois votre audience cible, en ajoutant des personnes qui vous paraissent intéressantes pour votre réseau, en mettant des commentaires sur leurs posts. Et donc, moi, je donnerais ce petit conseil-là. Très bien. En premier. On va aller regarder qui nous regarde sur LinkedIn. On va aller scruter de plus près. Amélie, est-ce que tu peux nous donner un conseil? Et puis après, je crois que tu as un petit jeu à nous partager sympa. Petit conseil. Alors, tu as parlé des publications, tu as parlé d'aller faire des commentaires. Vous avez déjà tout dit, presque. C'est compliqué de rajouter quelque chose. Moi, je dirais de ne pas avoir peur de poser des questions à votre communauté. Souvent, quand je vois des gens dans la vraie vie, quand je sors de mon monde virtuel, les gens disent non, mais en fait, vous êtes ultra approchable. Je dis bah oui, je suis juste comme vous en fait. Et en fait, c'est pas se mettre de barrière. Si vous avez envie de rentrer en contact avec quelqu'un, allez-y. Et moi, je vais vous parler de la théorie, d'une théorie qui permet de rentrer en contact avec n'importe qui sur LinkedIn. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, les personnes que vous avez dans votre premier cercle, c'est pas forcément vos cibles premières, c'est peut-être aussi le réseau de votre réseau qui va être intéressant. Donc, c'est pas hésiter à aller demander à votre communauté un conseil, un avis ou une mise en relation pour pouvoir arriver à toucher votre cible justement qui vous intéresse le plus. Moi, je m'amuse souvent à regarder où est Barack Obama dans mon réseau. À quelle distance? Réseau numéro 2, s'il te plaît. Hey. Alors, il y a quelques années, j'avais encore 3 personnes qui étaient en contact commun avec lui. J'en ai plus qu'une, donc il ne faut pas que je la perde, sinon il va finir en réseau numéro 3. Et ce qui veut dire qu'en fait, je pourrais interroger une personne de mon réseau pour potentiellement rentrer en contact avec Barack Obama. Je dire, hey, mon gars, quand tu veux pour une bière. Ou un live. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais je me dis, en fait, je peux rentrer en contact avec ce genre de personnes ou avec leur service presse. Et en fait, si moi je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Donc c'est de ne pas avoir peur. On fait peut-être tous des erreurs au début sur LinkedIn à écrire ou à commenter des choses qu'il ne faut pas ou pas correctement. C'est pas grave. On se fait plaisir, on va liker, on va commenter, on va écrire des publications. Et si on n'est pas inspiré, le petit tip que je donnerais encore en plus, c'est de se dire tiens, j'ai un sujet dont j'ai envie de parler. Je peux commencer avec la phrase pourquoi ceci ou comment cela.
Et en fait, ça peut donner des idées de publications à faire. C'est-à-dire, tiens, pourquoi le marketing d'influence est important ou comment motiver ses collaborateurs à rentrer dans un parcours d'ambassadeur. Et en commençant avec des phrases de pourquoi, comment, on arrive à trouver plus facilement des sujets. Bon, après, j'en ai plein. Des idées de sujets sur LinkedIn, j'en ai une centaine. Ça se monnaie pas cher. Et alors, le petit jeu, qu'est-ce qu'on peut tenter? Qu'est-ce qu'on gagne surtout? Qui veut gagner un live avec moi? T'as vu un peu la voix suave que j'ai prise pour dire ça? Oui, on vous propose un petit jeu. En fait, il y a un numéro qui est en train de s'afficher sur le live. On va vous demander d'envoyer votre prénom, votre nom, votre date de naissance. Non, pas la date de naissance. Prénom, nom et le nom de votre entreprise sur un numéro de téléphone. Donc, vous allez arriver sur WhatsApp. On va vous ajouter dans un groupe. Et l'idée, ça va être de participer à un jeu concours. C'est jusqu'au, je ne sais plus. Jusqu'au 7 avril. C'est la fille qui n'a pas révisé. Bravo, je me Pour ceux qui sont là, vous avez le petit flyer récap. Voilà, on retourne le petit flyer qu'on a reçu tout à l'heure. Et donc, vous avez jusqu'au 7 avril pour nous envoyer une photo, nous envoyer votre post que vous aurez osé réaliser sur LinkedIn. Donc, votre post, on l'a dit, vous pouvez partager une photo sur LinkedIn, partager un petit bout de la vidéo que vous aurez pris ce soir, partager peut-être un carrousel si vous osez vous lancer dans un carrousel. Faites-vous plaisir, partagez-nous sur le groupe WhatsApp votre publication et après, on vous demandera également de nous indiquer le nombre de likes et de vues de votre publication. Et celui qui en aura le plus aura le droit de faire un live avec moi sur le sujet de son choix, bien sûr. Intéressant. On n'oublie pas, parce qu'il faut qu'on les voit quand même, vos publications. On va ajouter on me tag. Oui, mon ego apprécie. Vous allez taguer aussi les années folles. Donc, je pense que tout est indiqué de toute manière en ce moment en direct. Et on tag également Neuilly Lab. On ne les oublie pas. Merci à eux. L'idée de... Ouais, c'est vrai, ça. On peut aussi ajouter tout ça comptera des points bonus. Voilà, c'est en supplément. Des petits points bonus si vous taguez tous les intervenants de ce soir. Plus vous flattez notre ego dans cette publication et plus on va nous aussi liker, ajouter des commentaires et faire venir notre propre communauté sur votre publication, parce que c'est ça aussi la magie de LinkedIn. Quand une personne vient commenter votre publication, sa communauté le voit et potentiellement vient sur votre publication. Donc faites venir ma communauté et nos communautés sur votre publication pour gagner ce super live avec moi. Tu le dis bien. Voilà. Bon, à vous de jouer maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va prendre quelques questions dans la salle. Du coup, oui. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro ou non, ou sinon, si vous pouvez, voilà, je vais relayer pour ceux à distance la question si on ne l'entend pas. C'est bien. Un post où vous posez des questions. J'ai vu dernièrement, vous avez partagé il y a 4 jours un post sur la neige. Ouais. Pour dire qu'il y a la neige. Ah oui, chez toi. Et donc, il faut plus. Vous avez parlé c'est pas le changement climatique, mais ce n'est pas une raison de ne pas s'occuper du changement climatique. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis, sur LinkedIn, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de posts comme si c'est Facebook, comme Instagram. Donc, tout le monde fait n'importe quoi. Je fais pas n'importe quoi, rassurez-moi. Et je vais relayer la question parce qu'à distance, du coup, on n'entend pas. Donc, ça fait un long moment pour ceux et celles à distance. Donc, je me fais du coup la voix. C'est ce qui est intéressant sur ton profil, du coup, Amélie, c'est qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de conversations. Et tu as parlé récemment de la neige, qui est arrivée le 1er avril aussi, n'oublions pas. Donc, c'est important justement d'avoir des posts réguliers et je dirais d'avoir des thèmes un peu variés. On sort du côté pro. On se le permet de temps en temps. En plus, c'était. On y revient au chat. J'ai mis le chat en arrière-plan. Mais je savais que le chat en arrière-plan allait buzzer, en fait. Donc, c'était un peu voulu. J'adore mon chat, je suis team chat, désolée pour la team chien. En fait, clairement un post qui n'était pas du tout prévu, donc fait vraiment à l'instinct sur le moment. Et en même temps, je me disais, c'est un sujet qui est sérieux derrière. Et c'est de se dire, tiens, juste avec un petit post, 4 lignes et une photo un peu rigolote, pas de super qualité, est-ce que ça peut faire réfléchir les gens ? Parce que je me dis que ça fait aussi partie de mon rôle, en fait, comme j'ai la chance d'avoir une belle communauté, je peux aussi interpeller les gens sur des sujets de société. Et même si j'ai
pas toutes les réponses, et heureusement que je n'ai pas toutes les réponses, mais se dire, tiens, est-ce que d'autres personnes ont un avis sur la question? Est-ce que d'autres personnes ont des infos? Et je me suis fait retoquer. Hein. Il y a eu des commentaires où les gens disent, si, c'est en lien avec, où il y en a qui m'ont mis des liens vers des publications. Donc, je les ai remerciés parce que c'était des infos que je n'avais pas. Et je me dis que LinkedIn sert aussi à ça, à pouvoir découvrir des choses et à pouvoir aider des personnes à se dire, tiens, oui, la neige au mois d'avril. Alors, certains me disent que c'est logique, d'autres me disent que c'est pas logique, tout le monde n'est pas d'accord. On pourrait faire une table ronde d'ailleurs sur ce sujet. Je vais dire sur le volet 2. Mais en tout cas, voilà, c'est important de se dire, tiens, avec la communauté que j'ai, aider les gens à réfléchir et à se poser les bonnes questions, ça peut être cool. Et c'est aussi garder un côté spontané, c'est-à-dire qu'il y a des posts qui sont prévus, j'imagine, programmés, mais il y a aussi des choses, on a envie de le faire, on le fait, on s'écoute. Pas chez moi, madame. Je ne programme absolument rien sur mon profil. Ah, c'est bon à savoir. Alors, on peut me le reprocher parce que justement, je suis pas ultra régulière. Alors qu'on vous dit tout le temps, il faut être régulier sur LinkedIn. Du coup, moi, je le suis pas forcément tout le temps et je vais publier beaucoup à l'instinct. En fonction de ce que je vais lire, en fonction de la veille que je vais réaliser, en fonction aussi de l'actualité sur LinkedIn. On a le petit paragraphe de LinkedIn Actualité qui nous dit un peu les posts qui fonctionnent. Ou si j'ai un coup de gueule à passer parce que j'ai un client qui m'a énervé, ça va m'inspirer un post. Et du coup, je vais le préparer pour le publier, soit le jour même si j'ai envie ou bien le lendemain. Mais par contre, j'utilise pas un outil pour programmer en disant tel jour à telle heure, j'ai un truc qui sort tout seul. Ça, non. On a une question en ligne de Fatma. Ah non, pardon. En fait, je suis partie de là pour demander quelle posture avoir sur LinkedIn. Avoir peut-être un poste pour un échange comme tu le fais souvent. J'ai vu aussi des sondages, des thèmes sur la QVT et vous allez vraiment plus sur tout ce qui est professionnel en voulant un échange en fait. Du coup, je me pose la question. Donc la suite de la question, c'est la posture à avoir sur LinkedIn. Pour les gens. Poser des questions, interpeller. Un petit conseil, il va être long ce conseil. Oui, je sais, c'est toi le bavard normalement. Mais sur LinkedIn, il faut rester soi-même, il faut avoir le même visage qu'on a dans la vraie vie. C'est-à-dire, on ne doit pas porter un masque en disant tiens, sur LinkedIn, je me comporte de telle manière et quand on me voit dans la vraie vie, je suis différente. Et après, c'est se dire tiens, de quoi veut parler ma communauté? Qu'est-ce qui intéresse ma communauté? Qu'est-ce qui intéresse ma cible en fait? Moi, ma cible, ça va être des RH, ça va être des candidats en recherche d'emploi, ça va être des chefs d'entreprise. Donc, en fonction de la publication que je vais rédiger, je vais les inciter à commenter, à partager un avis parce que si je les incite pas, si je mets pas un petit call to action, derrière, ils vont peut-être juste liker, ils vont passer à autre chose. Donc, en fait, il faut essayer d'harponner un peu ta cible avec des phrases d'accroche, avec du contenu et un appel à l'action à la fin pour leur dire, OK, les gars, maintenant, vous avez aimé ce que vous avez vu, jetez-moi un like ou au moins un commentaire. Très bien. Je prends la question en ligne de Fatma qui nous dit avec quel outil de mesure qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez, je ne sais pas, les impressions, les likes, les partages? Qu'est-ce qui compte et comment vous mesurez c'est quoi un bon post? Comment on mesure ça? Taux d'engagement. Taux d'engagement. Ouais, on regarde le nombre d'interactions, de commentaires, de partages, de likes, évidemment. Le nombre de vues aussi. Après, encore une fois, ça dépend de la stratégie. Ouais, exactement. Quel message on fait passer auprès de la communauté? Parfois, ça n'appelle à aucun commentaire. C'est juste pour partager un sujet. Je vais vous donner un exemple et puis ça va répondre aussi à la question de mademoiselle sur la posture à adopter. Typiquement, dans le recrutement, souvent, les RH, on est décriés comme... on les voit jamais, on a des réponses automatiques, j'ai postulé, j'ai jamais de retour. C'est vrai en même temps. C'est une réalité, oui, quand tu postules sur l'ATS, donc sur l'Applicant Tracking System, directement sur l'outil de carrière de l'entreprise. Mais si tu es un peu malin, tu vas sur LinkedIn, le poste il y est aussi, et en général, si tu fais une bonne petite recherche, rapidement tu trouves celui qui est derrière le poste, en fait, un recruteur, une vraie personne. Et donc, j'ai deux exemples. Le premier, c'est un candidat qui, malheureusement, en fin de process, n'a pas donné satisfaction. Et donc, je l'ai rappelé pour lui expliquer le pourquoi du comment en étant vrai, en disant la vérité. Voilà ce que le manager a pensé, voilà ce que moi j'ai pensé, voilà pourquoi on n'avancera pas ensemble. Et début mai, il m'a envoyé du muguet. Et du coup, je l'ai publié instantanément. Et ma communauté a réagi positivement parce que j'ai expliqué aussi le pourquoi j'ai reçu le muguet. Et j'ai fait presque 150 000 vues, je crois, sur ce poster. Et moi, j'étais hyper surprise. Je me suis dit, mais à quel moment ça intéresse ma communauté? En fait, ce qui était intéressant, ce n'était pas tant le muguet, c'était le geste d'expliquer de pourquoi du comment. C'est la vraie relation humaine. Absolument, c'est en vrai, tout à fait. Et côté positif,
j'ai, par le biais du réseau, une personne que je ne connaissais pas qui m'a sollicité en me disant, voilà, j'ai mon neveu qui cherche une alternance, ça fait un moment. Je l'ai envoyé en interne, on a fait les entretiens et il a été recruté. Il m'a envoyé du parfum. Voilà, c'est sans fin. Ce sera quoi là? C'est pour dire que derrière, ça, je suis pas obligé, mais j'ai envie de le partager pour montrer que quand on fait bien son job, parce que je fais bien mon job en réalité, hein, je fais pas un truc de fou, mais je fais bien mon job, et ben il y a ce côté fierté aussi de dire j'arrive à aider ma communauté et elle me le rend bien à travers ces petits présents. Messieurs, dames, notez qu'il aime les cadeaux. Hein. C'est ça. Alors, toi, t'aimes les likes et les partages. Moi, j'aime les cadeaux. Alors, moi, on m'achète beaucoup avec des apéros aussi. Ça va venir après. Dès qu'on me promet un apéro, alors là, je suis là direct. Mais je pense qu'il y a 2 messages importants dans ce que tu as dit. Bon, le premier, c'est que tu aimes les cadeaux. J'adore. Et le deuxième, c'est que ce qui marche, c'est l'authenticité. Ah oui, vraiment. Moi, c'est pareil. Le post sur lequel j'ai eu le plus de vues et de likes, c'est le post où j'ai expliqué que c'était pro, mais c'était pour dire, grâce à ma boîte, maintenant, je suis allée vivre à Strasbourg, je me suis mariée et tout. Alors que je me suis dit, oulala, c'est pas le post le plus pro de l'histoire. Et finalement, comme c'était vraiment parlé du quotidien, il a très bien marché. Donc, je pense que soit on est authentique, soit on est utile. Et ça, on n'en a pas toujours parlé. Mais nous, les posts qui fonctionnent très, très bien, c'est les posts où on répond à un besoin. Ouais. Là, par exemple, aujourd'hui, on a publié une Contratech qu'on a développé. Donc, l'idée, c'est que tu as tous tes contrats, tu as des templates. Quand tu es entrepreneur, tu n'aimes pas l'administratif. J'en reviens à nos clients chéris. Et donc, on a fait un post, on a dit, vous avez ce besoin. On a créé cette réponse et il y a eu beaucoup d'engagement parce qu'on répond à un besoin. Donc, soit on est authentique, soit on répond à un besoin et peut-être qu'il y a d'autres... Parce que tu t'intéresses à ta cible, justement. Voilà, donc, tu réponds à leurs besoins. Ouais, c'est le côté où, à un moment donné, c'est quel est le besoin de ta cible et comment tu peux l'accompagner dessus. On a une question de Vanessa en ligne. Faut-il avoir déjà une grande notoriété, donc une grande communauté, pour s'adresser à plusieurs cibles sur un même profil LinkedIn? Non. Réponse récurrente. C'est fait. Prochaine question. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis sur LinkedIn depuis 2017. Donc, comme tout le monde, j'ai commencé en piou-piou avec toutes les erreurs qui va avec. Mais j'ai toujours fait plein de choses. Et les gens qui me suivent, à chaque fois, me disent, Amélie, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? J'ai des équipes formidables. Et en même temps, du moment qu'à chaque fois, le message, quand on l'adresse, on sait qu'il s'adresse à une de nos cibles qu'on a en contact ou qui nous suit, et on sait que cette cible-là, elle va s'y intéresser. Et puis après, c'est aussi aller se faire connaître sur les communautés des autres qui sont toujours en lien avec nos cibles. Donc non, ça ne pose pas un problème. Du moment que c'est bien organisé et structuré, tout va bien. Très bien. Est-ce que tu as une dernière question sur ton live à toi et on va en prendre une là dans la salle en attendant pendant que tu la sélectionnes. Oui. Vous êtes chiant. Ah non, faut pas nous comparer avec les gens de Dubaï. Instagram également. Et en fait, il y a un truc que moi j'aime bien sur Instagram qui n'est pas le cas forcément sur un que j'aime bien sur LinkedIn qui n'est pas sur Instagram, qui est l'anonymat. Et en fait, vous parlez beaucoup de gens qui ont cette capacité à faire des vues. En plus, on a appris que le nouveau CEO de LinkedIn est un ancien de Facebook, donc on a beaucoup plus de chances de faire des vues avec une personne plutôt qu'avec une entreprise. Et en fait, vous demandez j'ai compris, il faut que la personne publie, que la personne mette du contenu pas forcément professionnel, etc. sur LinkedIn. Et en fait, du coup, si on veut rester dans cet anonymat, moi j'en parle parce que je suis chef d'entreprise et j'ai pas envie de m'étaler sur le réseau social de LinkedIn comme ça, mais j'ai aussi envie de communiquer sur l'autre partie. Et du coup, c'est très bien pour vous. Je vous relaye en ligne très vite la question. Mais du coup, est-ce que c'est ça la seule solution pour une entreprise qui n'a pas envie de communiquer, à part par des personnes, mais uniquement sur son entreprise et pas sur ses collaborateurs? Alors, je résume. Je ne me sens pas de demander à mes collaborateurs, en leur nom, de publier quelque chose sur mon entreprise parce que j'ai l'impression que ça devient quasiment de l'intime. Alors, je vais juste résumer la question pour les gens en ligne, sinon ça fait un gros blanc depuis tout à l'heure. Est-ce que quand on est une entreprise, on est obligé de passer par ses collaborateurs, ses salariés pour communiquer, ou est-ce qu'on peut très bien ne communiquer que sur la page d'entreprise pour des messages vraiment d'entreprise, si on est entrepreneur, dirigeant et qu'on ne se sent pas d'aller demander même aux volontaires du coup dans l'entreprise de communiquer sur eux, sur l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'une bonne stratégie LinkedIn peut être aussi d'avoir une bonne page d'entreprise? Et c'est tout.
C'est déjà pas Je mal. pense que c'est difficile, en toute honnêteté. Alors, nous, on a une page LinkedIn qu'on alimente. Certains posts font du reach. Il y a une performance sur ces posts-là. Mais comme ils sont moins incarnés, alors à moins de partager effectivement des contenus incarnés, donc peut-être des vidéos ou des photos, quitte à qu'il n'y ait pas une prise de parole de la part des salariés, généralement, ça fonctionne moins parce que c'est pas incarné. Et après, je pense qu'au-delà de demander aux salariés, ça peut aussi être le fondateur. Donc en fait, vous qui pouvez communiquer en tant que j'incarne mon entreprise. Et on a beaucoup parlé d'authenticité, de neige, etc. Mais je pense que la majorité des posts, ça reste quand même j'ai rencontré tel client, ça s'est bien passé, j'étais à tel événement, c'était intéressant. Et on n'est pas obligé, pour être authentique, d'être dans l'intime. Et je pense que ça, on l'a peut-être pas suffisamment noté, mais je suis pas assez près du micro. Oui, donc je disais qu'on peut être authentique sans être dans l'intime, et effectivement, c'est quelque chose à trouver. Mais je crois moins à l'organique quand même aux pages. Il faut pas oublier l'objectif premier, en fait. Pourquoi tu veux être sur LinkedIn et qu'est-ce que tu attends de LinkedIn? Moi, je m'en cache pas. Je dis LinkedIn, moi, c'est mon outil business, en fait. Ça doit me générer du chiffre d'affaires. Donc, je regarde pas tellement à chaque fois le nombre de likes ou de vues ou d'impressions de mes posts. C'est à un moment donné, quand j'ai publié telle chose, est-ce que ça m'a amené à un lead entrant, en fait? Et c'est ça mon intérêt premier aujourd'hui quand je communique sur LinkedIn. C'est qu'à un moment donné, ça doit m'amener un business. Et pour appuyer vos propos, l'anonymat sur LinkedIn, ça ne marche pas. Non, mais clairement. C'est-à-dire que déjà, il y a une statistique sur LinkedIn qui dit si tu ne mets pas de photo de profil, ton profil est vu 21 fois de moins qu'un profil qui a une photo. L'anonymat, en fait, c'est quelque part, tu veux exister pour aller consommer de l'information sur le réseau social, mais en revanche, toi, tu ne veux pas en donner parce qu'on ne voit pas ton visage et du coup, tu ne communiques pas, donc tu ne partages pas de l'information et encore moins, du coup, le savoir-faire de ton entreprise. Donc, celui qui veut rester anonyme, à mon sens, il doit rester anonyme sur LinkedIn et il ne peut pas avoir une communauté incroyable, c'est pas possible. Il ne peut pas générer du business comme Amélie le disait. Après, sur la partie salarié, et je parle d'incarnation, effectivement, si le DG, le fondateur, lui-même ne communique pas, ça met une barrière naturelle aux collaborateurs. Donc, celui qui a envie de communiquer, qui aime les réseaux, qui aime réseauter, networker, il ne le fera pas instinctivement parce qu'il y a trop de barrières. Donc, moi, à mon sens, celui qui veut être anonyme, c'est même mieux qu'il ne vienne pas sur LinkedIn, en fait, et qu'il mette une page juste pour de l'information, pour aller chercher de l'info. Pour être vu par les RH, les recruteurs. Absolument, aussi, non, mais c'est vrai. Il y a un sujet d'attractivité dans ton entreprise, et je souhaite pour toi que ça se développe davantage pour attirer des talents demain. Si tu n'es pas visible, quand tu vas aller dans les écoles, ça va être compliqué de dire moi, ma boîte, elle s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire le jeune, l'étudiant? Il va aller regarder, il va aller sur Google. Et si tu ne ressors pas sur LinkedIn, compliqué. On va devoir clore les échanges. On va poursuivre en présentiel de manière informelle avec grand plaisir. On sera à votre disposition pour ceux et celles qui sont avec nous. On va remercier tous ceux qui nous ont suivis en ligne. On s'excuse, il y a eu quelques petits soucis techniques et un léger retard. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Amélie, je te laisse le mot de la fin. Petite conclusion? Petite conclusion comme ça à froid. LinkedIn, c'est formidable. J'ai envie de dire, amusez-vous sur LinkedIn, amusez-vous à rencontrer du monde et à faire du business, parce que c'est ça quand même qui est important, de faire du business sur LinkedIn. Et puis, je sais pas, moi, comment tu veux que je termine? Amusez-vous sur LinkedIn, je trouve ça bien. Le petit mot de la fin, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est la morale de l'histoire. Osez. Si ça marche. Essayez, tentez, amusez-vous et écoutez. Très bien. Je pense que l'objectif en tête est ultra important. Pas de barrière, quoi. Merci beaucoup Samir, merci beaucoup Marine. C'était un plaisir. Et puis on se retrouve bien évidemment à bientôt sur LinkedIn. À bientôt. En live la semaine prochaine en ce qui me concerne.